Est-ce que tu sais que la vidéo que tu vas voir va polluer la planète? Est-ce que tu sais qu'en étant juste sur YouTube ou sur Internet, tu pollues aussi? Alors ne touche à rien, reste sur la vidéo. Maintenant, on va t'expliquer pourquoi ça pollue et comment faire pour moins polluer. Bah ouais, nous non plus, on n'était pas au courant avant de se lancer dans les recherches pour faire cette vidéo. Et ce qu'on a appris est assez dingue en fait. Est-ce que tu sais que 2% des émissions de CO2 au niveau mondial sont générées par le numérique? Est-ce que tu sais que 7 grammes de CO2 sont rejetés dans l'atmosphère lors d'une simple recherche Google? Est-ce que tu sais que 10 grammes de CO2 sont générés lors de l'envoi d'un simple mail sans pièce jointe? Et 10 grammes de CO2, pour te donner une image, c'est la quantité qu'un arbre peut absorber en une journée. Donc il faudrait monopoliser un arbre toute une journée pour compenser la pollution de chaque mail que l'on envoie. Et si l'image des arbres, ça te parle pas, sache que l'envoi d'un courrier électronique d'un seul mégaoctet équivaut à la consommation électrique d'un ordinateur en veille durant plus de 8 heures. Et en plus, quand tu sais que 10 milliards d'emails sont envoyés chaque heure dans le monde, je te laisse faire les calculs. Et surtout, est-ce que tu sais que si Internet était un pays, ça serait la 6e nation la plus polluante du monde? Tout ça a un nom et ça s'appelle la pollution numérique. On va essayer de définir au mieux ce terme. En fait, la pollution numérique, c'est toute la pollution générée par les nouvelles technologies et elle se divise en deux axes. La pollution due à notre utilisation d'Internet et celle générée par la fabrication de nos ordinateurs ou nos téléphones. Et cette pollution, elle est très compliquée à comprendre pour une raison toute simple. Elle est immatérielle. Au contraire de la pollution due à nos voitures, nos déchets déversés dans les océans, la déforestation, à la montée des eaux, ou même à certaines centrales électriques comme derrière nous, la pollution numérique, elle, est pratiquement invisible. Non mais vraiment, t'as l'impression de polluer quand tu fais ça? Et pourtant, oui, on pollue sur Internet. Chacun à petite dose, évidemment, mais à l'échelle du monde, c'est énorme. Tu te rappelles de l'information sur les 10 milliards de mails envoyés en une heure? Eh bien ça, c'est juste pour les mails, mais on sera d'accord que Internet, on l'utilise pour bien plus de choses que ça. Une heure d'utilisation d'Internet, au niveau mondial, c'est l'équivalent en termes d'énergie utilisée de 4000 tonnes de pétrole. Soit 4000 allers-retours Paris-New York. Ouais, ça fait beaucoup. Mais d'ailleurs, l'énergie d'Internet, elle vient d'où? Comment ils fonctionnent tous nos réseaux? Comment vont-ils aussi vite avec le fameux haut débit? Et concrètement, quand je fais une recherche sur Internet, il se passe quoi? Vous connaissez sûrement le cloud. Vous savez, ce joli nuage où se trouveraient toutes nos données, nos photos, nos vidéos, nos films? Eh bien voilà à quoi il ressemble vraiment. Ah, j'aurais peut-être dû vous prévenir que c'était moins joli qu'un nuage, ouais, c'est vrai. Laissez-moi donc vous présenter les data centers. En fait, c'est ça le cloud. Voilà, c'est donc sur Terre et c'est bien réel. C'est quoi un data center, tout simplement? Alors, un data center, c'est un entrepôt dans lequel on trouve de grandes armoires où sont installés donc, les serveurs, où se trouvent stockés des fichiers, etc. Des systèmes aussi de refroidissement de tous ces équipements, parce que ces équipements, comme ils sont entassés dans des armoires, finissent par chauffer. Il faut bien les refroidir. Chauffent énormément, il faut les refroidir. Et aussi des systèmes d'alimentation électrique, puisque en fait, le principe du data center, c'est qu'il marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Et on parlait de la chaleur qu'émettent ces data centers, c'est ça qui font qu'ils sont aussi énergivores, c'est qu'il faut les refroidir? Qu'est-ce qui fait qu'ils consomment autant d'électricité? Alors en fait, ce qui fait que ça consomme autant d'électricité, c'est que déjà il y a la concentration des équipements. Un data center, c'est au moins 10 fois la consommation d'un bâtiment ordinaire au mètre carré. Donc c'est vraiment des installations industrielles. Moi, souvent, je dis que ce sont des usines du 21e siècle, hein, les data centers. Ils chauffent énormément parce que vous imaginez, vous avez à peu près une bonne vingtaine de ce qu'on appelle des boîtes à pizza, ouais, qui consomment à peu près 200 watts par tranche. Donc vous avez une armoire là qui consomme tout ça et au fur et à mesure que ça monte dans la pile d'ordinateurs, ceux qui sont en haut sont très très chauds si on ne fait rien. Donc il faut prévoir la ventilation de ces armoires pour faire sortir la chaleur à l'extérieur. Voilà, pour l'instant on pourrait se dire les data centers consomment comme des brutes, et c'est vrai. D'ailleurs en France, ils consomment 10% de l'électricité totale du pays. Et au niveau global, selon Greenpeace, le secteur des nouvelles technologies consomme en 2017 12% de l'électricité mondiale. Alors même si on est bien content que les data centers existent, qu'ils soient aussi performants, qu'ils nous permettent de ne pas attendre 3 heures pour une vidéo sur YouTube ou sur Netflix, il faut savoir que ça pollue énormément. Surtout avec ce qui est stocké d'inutile. Les spams et les newsletters par exemple. On en reçoit énormément dans nos boîtes mail et ça pollue pour rien. Et je pense que ça serait sympa de savoir combien de mails inutiles on a nous. Ça ferait pas une bonne question con ça, Hugo? Non mec, non. Si.
Si. Bon, bah finalement ça va faire une bonne LQC je crois. Ce que je m'apprête à faire, c'est décortiquer ma boîte mail, celle de Joe, celle de Ludo également, de retrouver tous les spams et tous les courriers indésirables qu'on a et de les compter. Et avec ça, on pourra savoir en un mois, en moyenne, combien de courriers indésirables tu peux recevoir sur une boîte mail. Donc déjà dans ma boîte spam, j'en ai 72. Et maintenant, on va essayer de voir dans ma propre boîte de réception, donc pas les spams, là c'est les mails que je reçois, s'il y a quand même des petites conneries qui se sont glissées. C'est parti. 1, 2, 3... Maintenant, on va regarder sur la boîte mail de Jonathan. Tu peux me connecter à ton compte Gmail, s'il te plaît? Je regarde pas. Allez, Ludo, à toi, mon ami. J'ai besoin de ta boîte mail. Ok, c'est l'heure des résultats. Vous allez voir, c'est assez inquiétant, comme mine de rien. Donc, commençons par ma boîte mail. En un mois, j'ai reçu en tout 132 mails. Et sur ces 132, il n'y en avait que 19 qui m'intéressaient. J'arrive donc à un score de 86% de spam sur ma boîte mail en un mois. C'est énorme. Passons maintenant à la boîte mail de Ludovic. En un mois, ce monsieur a reçu 252 mails. Et sur ces 252 mails, il n'y en avait que 30 qui l'intéressait. Ce qui nous amène donc à un total, toujours sur un mois, de 88% de mails inutiles. Et là, le pire de tous, c'est vraiment, je pense qu'on peut pas faire pire, c'est Jonathan. Je sais pas comment il a fait, mais il a reçu 884 mails en un mois. Monsieur est busy. Enfin, pas trop, parce que sur ces 884, il n'y en avait que 11 qui l'intéressaient. Ce qui nous amène donc à un total pour Jonathan de 99% de mails indésirables en un mois. 99%. Et tous ces mails, je vous le rappelle, sont stockés dans des data centers et malheureusement, ça pollue. Après, faut pas non plus tout mettre sur le compte des data centers. C'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Après tout, leur empreinte environnementale sur le web ne représente que 25%. Et la question là, c'est où est le reste? On l'avait dit quand on a défini la pollution numérique en début de vidéo, mais il y a aussi les réseaux qu'on met en place pour recevoir tous chez nous Internet en haut débit avec les routeurs notamment. Il y a aussi le manufacturing, c'est-à-dire la fabrication et la production de notre matériel. Bah ouais, Internet ça marche pas tout seul, il faut des ordinateurs, des tablettes, des téléphones et tous les objets connectés. Et je peux te dire que nos téléphones polluent aussi beaucoup. Si les data centers sont très demandeurs d'énergie, le matériel qu'on a sur soi ou chez nous pour faire tourner Internet représente 50% de la consommation mondiale d'électricité dans le secteur des nouvelles technologies. Donc tu vois, les data centers sont pas les seuls responsables. Nos téléphones, entre autres, ont aussi un effet sur la pollution numérique. Mais heureusement, une solution existe. Les constructeurs de nos ordis ou nos téléphones pourraient par exemple fabriquer des appareils plus responsables, en commençant par le recyclage des composants électroniques. Vous vous souvenez de l'histoire des Samsung Galaxy Note 7 qui prenaient feu et qui étaient carrément interdits à bord des avions? Eh bien, Samsung avait expliqué que le problème venait de la batterie et ils avaient donc ordonné un rapatriement planétaire de 2,5 millions de téléphones. Mais du coup, ces millions d'appareils, on en fait quoi? Est-ce qu'on les fout à la poubelle et du coup on crée encore plus de pollution? Eh bien non, sur ce coup Samsung a été malin et a décidé de les remettre sur le circuit sous forme de téléphones reconditionnés ou de téléphones de location. Ils seront donc recyclés et réutilisés d'une manière favorable à l'environnement. Voilà, ça c'est pas mal, on avance, on progresse. Et c'est même déjà bien quand on sait que chaque année, 60 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques sont jetés. Et en plus, sache qu'on ne récupère que 5% des composants d'un appareil du genre ton ordinateur ou ton téléphone quand tu le fous à la poubelle. Et quand on sait que dans nos appareils électroniques, on retrouve du plomb, du mercure, de l'arsenic, du chrome, de l'or, de l'argent, du platine, on pourrait faire mieux pour recycler tous ces composants plutôt que de les jeter à la poubelle et d'aller en extraire encore plus à l'autre bout de la planète. Et c'est d'ailleurs en partant de ce constat que Greenpeace a décidé de lancer un guide des appareils recyclables et renouvelables. Si vous voulez le consulter, tout est en description. Et Samsung n'est pas le seul, vous allez voir que cette fois-ci les entreprises sont plutôt en avance sur la question de la pollution numérique. On parlait donc de ces grands acteurs, Apple, Facebook ou Google. Est-ce que tu trouves qu'ils font vraiment assez? Donc chaque année on fait une évaluation de toutes les entreprises, on dit quel pourcentage maintenant ils ont. Ils ont un engagement à 100%, ils sont à quoi? Il y a certains qui ont allé plus loin qu'on imaginait et des autres qui sont derrière. Et tu leur mets des notes quoi, c'est et ça? On met les notes de A à F. Okay. Voilà, exactement, tout à fait. Ah oui, à ce moment Robin fait référence à ce rapport dans lequel Greenpeace a recensé une centaine d'entreprises spécialisées dans l'innovation, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux et les a classées en fonction de leur impact sur l'environnement. Ces entreprises sont notées de A à F et on remarque qu'Apple, Facebook ou Google récoltent la meilleure note. Apple notamment tourne à 83% aux énergies renouvelables. Un chiffre auquel il faut tout de même mettre quelques réserves compte tenu de la nature quasi irréparable des produits Apple, à cause notamment des composants rares qu'ils utilisent. En revanche, Twitter, Spotify, Amazon et Netflix ne sont pas les meilleurs élèves de ce classement. Et au fait, pour ceux qui demandent, YouTube appartient à Google et a donc la note de A avec son taux de 56% d'énergie renouvelable. Ça veut dire que c'est bien, même si ça pollue quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, oui, ils ont vraiment fait qu'est-ce qu'on avait demandé et qui sont vraiment en train de faire une inversion énorme. Et on le voit parce que si on va aux États-Unis maintenant, il y a beaucoup plus d'énergie renouvelable. Le charbon,
c'est pas l'innovation. Non. C'est pas un truc qu'on associe avec l'innovation, c'est un truc qu'on associe avec le passé. Donc pour toutes ces entreprises qui se présentent comme on est les plus cool, les plus innovadors du XXe siècle, on va changer le monde, tout ça, mais ils continuent d'utiliser du charbon. Pour leur image, c'est pas très bien. Top, ouais. C'est pas bien pour la planète, ils risquent de perdre. Parce qu'en fait, l'avenir, c'est les renouvelables. Les autres entreprises, ils ont déjà vu, Apple, Google, Facebook, ils l'ont vu, c'est là où on va. Et les autres entreprises qui refusent, en fait, ils vont être derrière. Est-ce qu'on n'utiliserait pas encore plus de technologie en fait? Ce ne serait pas la solution d'aller justement à fond et de dire on prend toute la technologie qu'on connaît, toutes les innovations, et on utilise l'énergie qu'on a avec ça pour rendre les choses plus écologiques? Il y a certains trucs, par exemple, Apple, ils avaient fait une machine qui s'appelle Liam, un robot en fait, qui peut séparer toutes les pièces de l'iPhone. La technologie peut marcher en nom de planète et l'innovation, et ça peut changer la planète en fait. Ouais. Ça peut avoir un impact positif pour la planète. Et les solutions, on l'a vu avec Robin, elles existent. Il y en a même pour les data centers. Et une des solutions se trouve à la piscine. Oui, à la piscine. Bienvenue dans la piscine de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement de Paris. Les bassins de cette piscine sont spéciaux car depuis début mai, ils sont les premiers au monde chauffés par un data center utilisé comme une chaudière numérique. Du coup, expliquez-nous comment ça marche. Alors, donc, vous voyez ici, vous avez 6 chaudières numériques. En fait, ce sont des salles serveurs. On fait baigner ces serveurs informatiques dans une huile inflammable. Ces serveurs donc, vont produire de la chaleur. On va récupérer cette chaleur qu'on va envoyer dans les échangeurs pour pouvoir fournir jusqu'à 30% des besoins en eau chaude de la piscine. Sinon, dans un salle serveur classique, vous ne pouvez pas récupérer la chaleur. Et donc, cette chaleur pollue. Ça permet d'économiser combien en termes de carbone Alors 50 tonnes de CO2 par an. Alors cette solution est tout à fait viable, mais le mieux, ce serait quand même de pas trop encombrer les data centers avec des mails par exemple. Parce qu'envoyer un mail, ça pollue, oui, mais le garder dans sa boîte de réception, ça pollue aussi. Car chaque mail est dupliqué et stocké dans les data centers. Je vous laisse donc imaginer la consommation d'énergie quand on multiplie ces chiffres par des millions, voire des milliards. Ne serait-ce que dans notre boîte mail, comme on l'a vu avec le nombre de spams conservés. Je vous rassure, nous, on y a pensé et depuis, on les a supprimés. Mais le faire manuellement, c'est long, c'est relou, c'est même très chiant. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est moi qui l'ai fait. Alors sachez qu'il existe d'autres solutions pour rendre vos boîtes mail plus écolo automatiquement. On a donc rencontré deux sites et applications, CleanFox et Numanity, qui nous proposent d'utiliser Internet différemment, notamment sur les mails et les messageries, et le tout de manière plus responsable et écologique. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne CleanFox et quel est le concept de base? Alors CleanFox, c'est un outil pour se désabonner facilement de newsletters et nettoyer sa boîte mail. Ça fonctionne de manière hyper simple, on se connecte à CleanFox. CleanFox, en quelques secondes, repère toutes les newsletters, celles qu'on lit, celles qu'on ne lit pas, et propose ensuite en un clic par newsletter de soit supprimer toutes les anciennes newsletters, parce que personne ne relit ces newsletters, ou même carrément de les supprimer et de se désabonner. C'est quoi Humanity? Alors Numanity, en fait, c'est une start-up du web qui a la particularité de proposer des services éthiques et alternatifs aux géants du web. On a commencé en fait par un réseau social. Ce réseau social s'est transformé par la suite où on y a ajouté en fait la fonction d'email. Donc on a créé une messagerie il y a 2 ans maintenant, une messagerie électronique. Et là on y a ajouté un service de stockage de fichiers ainsi qu'une messagerie instantanée. Et on a réuni tout ça sous une même application qui s'appelle Numanity App. Une des pollutions sur Internet, c'est le mail et le stockage qui est devenu exponentiel des mails sur des serveurs de Gmail, des serveurs de Hotmail. Et quand on regarde aujourd'hui 95% des boîtes mail, c'est le bordel. Donc l'idée, c'était de se dire, on va faire un logiciel, une application web, et ensuite une application mobile, qui permet de régler ce problème de manière hyper simple. Il se trouve qu'on a réglé un deuxième problème sans faire exprès en même temps, c'est le problème du temps que ça prend. C'est-à-dire que recevoir plein de mails, enfin avoir une boîte mail propre, fait qu'on passe moins de temps à trier ses mails, et que si on passe 5 secondes, 5 minutes par jour à trier ses mails, à la fin de l'année, ça fait 1 journée, 2 journées, 3 journées, etc. C'est ce qu'on appelle, nous, l'empreinte numérique. L'empreinte numérique, en fait, a 2 conséquences. L'une, c'est de conserver les données des utilisateurs sur des serveurs, et de 2, de polluer. Donc pour ça, en fait, il y a des solutions que nous, on a mis en place, qui sont d'utiliser des data centers et une infrastructure qui est neutre en émissions de carbone. Donc nous, on a choisi un data center qui est éco-conçu à la base. C'est-à-dire que ce data center a été conçu de toutes pièces pour être écologique. Et un peu comme beaucoup de problèmes écologiques, c'est un problème qui est au départ difficile à résoudre parce que
chacun pollue un petit peu tout le temps. Ouais. Et à la fin, ça fait beaucoup de pollution. Ça, ouais. Et puis l'autre problème, c'est que c'est pas comme la chasse à la baleine. La chasse à la baleine, on peut s'en passer. Tout le monde sera très content de ne plus le faire. Le problème d'Internet, c'est que nos vies se structurent autour de ça, que ça nous apporte du bien-être, du plaisir, de l'information, etc. Donc il ne s'agit pas d'arrêter d'utiliser Internet. Il s'agit de détecter quelles sont les pratiques qu'il faut corriger. Et ce qui va faire en sorte que la pollution numérique va décroître, ça va être l'usage. C'est comme en voiture, c'est exactement la même chose. Quand vous freinez trop tard, vous polluez plus que quand vous y prenez à l'avance. Pour l'usage d'Internet, c'est exactement la même chose. En ayant cleané un certain nombre de mails, c'est-à-dire en évitant chaque année de générer tant de CO2, ça équivaut à un petit bosquet, ou un arbre, un petit bosquet, une petite forêt, et à la fin on aura capable d'avoir une forêt. Aujourd'hui je crois qu'il fait 500 000 arbres, en équivalent 500 000 arbres, qui sont plus en train de, entre guillemets, bosser pour compenser des trucs à la con, genre des newsletters d'il y a 2 ans. Quoi. Nos valeurs, en effet, sont l'écologie et la liberté et la confidentialité des données, mais évidemment, on se doit de faire des outils qui sont utiles et qui permettent d'améliorer la communication. L'email a 25 ans, donc ça utilise des vieux protocoles, c'est lourd, c'est pas sécurisé, c'est pas confidentiel. Il faut que l'email, à un moment, c'est 88% des communications sur le web. Et il y a un moment, faut qu'on renouvelle ce principe de communication. Donc c'est en train d'arriver avec les messageries instantanées, avec notre outil par exemple, mais ça va se faire progressivement. Voilà, ces applications existent et d'autres sont en train de naître avec ce seul objectif, limiter notre impact sur la pollution numérique tout en continuant à utiliser ces appareils qui font partie de nos vies. Donc vous aussi, vous pouvez faire changer les choses en utilisant par exemple CleanFox ou Numanity. Mais allez, je suis cool et on a aussi 3 autres conseils qui permettent de réduire votre empreinte numérique. Si tu connais déjà la page internet sur laquelle tu veux aller, vas-y directement. Si tu veux aller sur Facebook, ne va pas d'abord sur Google, taper Facebook, puis cliquer sur la page, tu tapes directement facebook.com dans la barre de ton navigateur. Il faut privilégier le chemin le plus court pour éviter de créer du trafic et donc de faire tourner encore plus de data centers. Deuxième conseil, n'ouvre qu'un seul onglet à la fois. Déjà parce qu'avoir une barre d'onglets qui ressemble à ça, c'est le bordel, et en plus c'est très consommateur d'énergie pour rien. À part si évidemment tous ces onglets te servent à quelque chose. Mais je pense pas. Et enfin, dernier conseil, changez de moteur de recherche. Oui, Google, on l'utilise tous, c'est le plus simple, le plus pratique et le plus connu, mais d'autres marchent aussi bien et sont très conscients des problèmes environnementaux. On pense notamment à Lilo, on avait fait une vidéo en décembre avec son fondateur. Ce moteur de recherche reverse une partie de ses revenus publicitaires à des projets durables et écologiques. D'ailleurs, nous-mêmes, on s'engage et on soutient un projet de reforestation avec Lilo. Si vous voulez participer, c'est totalement gratuit, le lien est en description. On vous invite très fort à aller checker ça. Mais il y a aussi plein d'autres projets que vous pouvez soutenir si vous préférez. Et voilà, vous êtes désormais au courant de la pollution numérique. Cette pollution si invisible, si immatérielle, si méconnue et pourtant tellement présente et de plus en plus croissante. En 2017, la France comptait 45 millions d'internautes, soit 87% des Français. Et évidemment, c'est pareil dans tous les autres pays développés. Et malheureusement, ces chiffres, ils sont pas prêts de se réduire, quand on sait que de plus en plus de pays émergents ont accès à Internet. À ce rythme-là, en 2019, donc c'est quand même très bientôt, le numérique polluera plus que la totalité du trafic aérien. Donc oui, c'est chaud, mais en attendant, c'est maintenant qu'il faut agir. Et franchement, il y a de quoi être optimiste. On a la possibilité, on a déjà vu les actions qui montrent que c'est faisable. Maintenant, il faut le booster parce qu'on est vraiment dans une situation sévère et c'est maintenant qu'il faut réagir. Mais on a tout ce qu'il faut pour le faire.